Bonsoir et bienvenue à tous. Roland Kouemen est l'invité de cette édition de Entretien avec entrepreneurs, ancien cadre de Air Affaires Afrique, je dirais même le plus jeune cadre de Air Affaires Afrique de son époque, mais également ex-président de la Jeune Chambre internationale. Il a côtoyé les plus grands de la planète, jeune leader donc très respecté. Son parcours, son expérience et surtout son apport pour bâtir une jeunesse camerounaise plus forte et plus consciencieuse nous intéresse ce soir. Et encore, on va pouvoir explorer avec lui tout un tas de sujets, notamment sur le fonctionnement de certaines organisations internationales, par exemple comme la Jeune Chambre internationale. Roland Kouemen, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Dora et merci pour l'invitation, surtout l'opportunité que vous m'offrez à pouvoir m'exprimer sur des sujets aussi variables que la Jeune Chambre, mon engagement sur le plan de l'édification d'une jeunesse plus responsable et dynamique, mais aussi mon engagement panafricain. Et des petits conseils très pratiques, puisque ma passion a toujours été de pouvoir motiver, de pouvoir inspirer et de pouvoir être au service de l'autre. D'accord. Oui, ça, on l'a vu, hein, parce qu'on a fait pas mal de recherches quand même sur vous. Et déjà, la première des choses que j'ai envie de dire aux invités, c'est que ça vous a quand même coûté assez d'être là. Vous avez un emploi du temps suffisamment chargé. Bon, ça c'est vrai. Puisque nous sommes amis sur Facebook, oui. Et vous voyez tous mes déplacements, où je suis très très busy. 5 ans après la présidence de la Jeune Chambre, mon épouse souvent me taquine en disant, mais on avait un deal, après tu allais te reposer, tu avais dit, tu seras un mari professionnel, un papa professionnel, mais ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que je suis convaincu qu'un leader est un serviteur. Oui. Et il y a tellement de défis autour de nous que quand vous avez eu la grâce d'avoir été où j'ai été, vous ne pouvez que, être très humble, être très reconnaissant au Créateur et tous ceux qui vous ont accompagné dans le processus de ce parcours, entre guillemets, remarquable. Oui. Mais surtout, vous avez une responsabilité, un devoir de pouvoir être au service des autres. Quand vous avez été béni, vous devez être une bénédiction pour les autres. Et c'est pour ça que, Dora, c'est vrai, je cours énormément. Ça fait depuis 2 mois qu'on essaie de voir. Mais bon, Dieu merci, ce jeudi, on a eu l'opportunité, surtout le premier jeudi du mois d'octobre. Wow. Oui, symbolique et tout. C'est une bonne remarque, ça. Oui, je m'en étais même pas rendu compte. Alors, vous êtes né en 71. Oui, le 4 avril 1971 à Yaoundé. Oui. C'était un dimanche. Et mon maman qui me l'a dit. Et aujourd'hui, avec l'informatique, il suffit de rentrer dans l'ordinateur. J'ai fait retour jusqu'à 4 avril 1971, oui. Effectivement, dimanche de Pâques. D'accord. Oh, un jour de grâce. De grâce. Vous me donnez l'opportunité de dire aussi que je suis catholique pratiquant. Et depuis 2 ans, président de l'Association des hommes catholiques du Cameroun. Donc oui, il n'y a pas seulement Roland Kouemen qui est leader manager, qui voyage beaucoup, mais il y a aussi un Roland Kouemen qui a un engagement spirituel assez profond. D'accord. Spirituel et religieux en même temps. Parce que dans le contexte aujourd'hui, parfois spirituel, c'est pas forcément religieux. Et religieux. Oui. Mais comme il faut promouvoir la tolérance, je suis conscient aussi qu'il ne faut pas trop en faire. C'est-à-dire, mais je suis catholique et très fier de l'être. Mais bon, je préfère aussi beaucoup parler de la spiritualité. Parce que Dieu est un peu partout. Les musulmans, ils ont Allah. Les chrétiens, vous avez vu, il y a tellement d'autres obédiences et tout. Qu'il faut promouvoir la tolérance. Et le Cameroun est un exemple dans ce sens-là. Parce que là, vous avez vu, il y a 2 jours, j'étais au Nigeria. Oui. Et quand on pense que le plus gros défi de l'Afrique maintenant, le combat est beaucoup plus sur le plan des religions. Et qu'on se focalise beaucoup plus sur ce qui nous divise que ce qui nous unit. Ça fait que même quand on doit parler de la religion, il faut faire la promotion de la tolérance. Le Cameroun est un exemple. Justement, ce débat sur les religions en Afrique et la tolérance, et particulièrement au Cameroun, est-ce que c'est pas un tout petit peu l'influence des organisations internationales de nous dire il y a ce problème de radicalisation déjà en Afrique? Est-ce qu'on l'a réellement? Est-ce qu'on le ressent? Oui, on le ressent. La preuve, pour ne pas les citer, Boko Haram, quand on regarde le mode opératoire et ce qu'ils disent, vous avez tous les musulmans, du moins pratiquants et responsables, ne se reconnaissent pas. Ou alors c'est un glissement. Puisqu'au nom de la religion, on est prêt à faire des choses incroyables, à tuer. Et ce qui devait plutôt être un instrument de paix devient un instrument de guerre, de destruction. Oui, il faut être très conscient du fait que c'est un défi.
et que de plus en plus, les jeunes intègrent ces mouvements radicaux. Et ma crainte, c'est de voir aussi ce radicalisme au niveau même du christianisme aussi. Parce que quand on voit des églises où des gens chantent du matin 24 heures à prier, à crier, alors qu'en réalité, le seul facteur de réussite, c'est le travail, bien entendu, à côté de la prière. Mon feu papa disait, parce que ma maman est très pratiquante, catholique, charismatique, et il faut faire le chapelet tous les soirs à 20 heures, très tôt le matin, il faut prier. Et lui, il était quelqu'un de un peu, peut-être pas trop dans tout ça, bien entendu, très rigoureux. Et il disait, les enfants, priez, mais dès qu'on termine la prière, il travaillait comme si Dieu n'existait pas. Donc, priez quand il faut prier à un moment, mais après, il faut vraiment travailler comme si vous étiez seul maître de votre destin. Et ça, c'est le message qu'il faut passer beaucoup aux jeunes. Sinon, on va croire que le salut, c'est pas la religion, c'est pas vrai. Même Jésus, qui est un modèle, qui est mon modèle en termes de leadership et tout, il a beaucoup travaillé. Mais bien entendu, il a prié. Donc, vous voyez, il n'y a pas incompatibilité. Mais on ne peut pas seulement prier. Et là, on a l'impression que pour réussir, il faut tout simplement prier. Et prier en faisant tellement de bruit, le voisinage et tout, en chantant. Parce qu'en général, il y a des haut-parleurs. Voilà, des haut-parleurs. On dirait des ventes emportées, des boîtes de nuit. Oui, et ça, il faut combattre. Il faut trouver le moyen. Au même titre que sur le plan de l'islam, il y a aussi des travers, c'est-à-dire des jeunes qui se radicalisent, qui expliquent les écrits du prophète Mohammed autrement et tout. Donc moi, je pense, dans tous les cas, chaque fois qu'il y a exagération, dans tout ce qu'on fait, manger, danser, travailler, il faut toujours trouver le juste milieu, la modération. La modération, je pense, c'est le fondement de la sagesse. D'accord, donc cette manière d'exagérer qu'ont beaucoup d'églises aujourd'hui, particulièrement dans certaines églises réveillées, c'est une forme de radicalisation qui est néfaste pour la société, c'est ce que vous dites. Suivez les discours des pasteurs qui vous disent, il y a des gens qui sont malades, ils partent par l'hôpital. On va prier pour vous et tout, alors qu'ils vous disent, quittez votre mari, quittez vos parents. Eux, ils sont l'incarnation du diable, vous êtes bons. Donc, c'est des discours, il n'y a pas de tolérance. C'est des discours très violents. Et il faudrait que les autorités et tous ceux qui ont en charge d'encadrer les églises au Cameroun, parce que je ne vais pas citer de pays, j'ai fait beaucoup de pays, mais ça a pris une autre tournure. Je suis un grand musicien africain, pour ne pas citer Kofi Olomide, qui se plaint que même chez eux en RDC, ça a pris une autre tournure telle que même la musique, en termes de vente, ça a tellement baissé parce que même ces gars sont devenus, bon voilà, ça chante et tout, ça vend, donc chacun se plaint. Et puis je riais, je disais, mais le grand Kofi qui se plaint et tout, c'est vrai. Donc pour dire, il faut vraiment encadrer. Sinon, moi j'ai du mal à voir un jeune qui très tôt chez lui, va dans une église, prie jusqu'au matin, quand est-ce qu'il a travaillé? Or, Dieu, même pour créer le monde, c'était pratiquement en 7 jours. Il a travaillé. 6 jours? 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Donc, il a travaillé et il s'est reposé. Et non l'inverse. Il ne s'est pas reposé et tout. Donc, il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, chers jeunes, travaille 6 jours et le 7e jour, tu pars à l'église. D'accord. Alors, outre ce côté vraiment religieux que vous ont transmis vos parents, notamment votre maman, qu'est-ce que vous gardez également de comme souvenir? Déjà, est-ce qu'ils sont encore en vie, vos parents? Bon, ma maman a en vie et puis elle regardera l'émission. Bien qu'elle se couche très tôt, après son chapelet, maximum 21, elle est là couchée, mais exceptionnellement, j'ai dit, maman, regarde la télé, ton fils va passer. Donc, oui, ma maman vit. Nous avons perdu notre papa en 2008. Toutes mes condoléances. Des suites d'accidents. Mes parents demeurent des modèles. Ma maman s'est mariée à l'âge de 15 ans. Mon papa avait 26 ans. Et puis, je suis le premier. Et ils ont fait 10 enfants. Nous sommes 10 et les 10 sont vivants. La maman a eu maximum CEPE. Mon papa aussi avec le CEPE. Mais après son CEPE, voilà, elle a fait une année dans un collège et puis elle s'est mariée. Mais c'est une dame, je garde d'elle tout ce qui est esprit d'entreprise. Si aujourd'hui, je suis un entrepreneur, c'est grâce à mon maman. Ces fameux beignets haricots dans la restauration mobile, au centre d'instruction à Moutingeni, mon papa était policier, instructeur, donc j'aime toujours préciser. Donc toute sa carrière, il a été enseignant.
Et la petite blague, il nous a laissé une maison en carabote. Donc, pour que les téléspectateurs du monde entier comprennent, une maison en matériaux provisoires. D'accord, voilà vos parents d'ailleurs à l'antenne avec vous. Voilà, c'est ce qu'il a laissé. Mais c'est quelqu'un qui, en termes de valeur, la rigueur, il fallait travailler. En tant qu'enfant, Dora, j'étais très malade. Et mes camarades d'enfance le savent. Roland était chétif, toujours malade. J'ai fréquenté à peine 4-5 mois. Sur une année scolaire de 8-9 mois. Parce que j'étais très maladif. Et beaucoup de tontons pensaient même que je n'allais pas survivre. Et mon papa, malgré cette fragilité sur le plan physique et même sur le plan de ma santé, est resté trop exigeant envers moi. Et c'est lui qui me fera comprendre qu'il n'y a pas de leadership sans responsabilité. Et par exemple, je me rappelle, quand je revenais, et si les notes n'étaient pas très bonnes, il disait, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui vous donnent les raisons pour lesquelles ils ne réalisent pas leurs rêves, dont le premier R, et ils sont nombreux, et ceux qui sont orientés résultat. Mon fils, ça ne m'intéresse pas que tu sois malade, je veux le résultat. Et tu me donnes l'opportunité de rendre un hommage appuyé à ce grand monsieur, à mon héros, qui était que policier, qui n'est pas connu, mais qui a élevé 10 enfants et 7 cousins, nous étions 17, dans une maison de 2 chambres, 1 salon, des conditions très modestes, mais où j'ai vu l'amour, la générosité. Et ça me permet d'interpeller d'autres parents. Pourquoi c'est important qu'un enfant grandisse où il y a papa et maman? Ce n'est pas forcément le bien matériel, mais cette affection. C'est-à-dire, malgré le fait que sur le plan matériel, on était très modeste, c'était vraiment difficile, mais on avait l'affection de maman et la rigueur de papa. Ça fait que, naturellement, il y avait l'équilibre. On ne pouvait que réussir, nous 10. Et il n'y a pas de bandits, 7 garçons. Vraiment, on a réussi. Avec de belles carrières. Et puis, de belles carrières, nous tous. Et 3 filles, 2 pratiquement mariées, une mariée, une fiancée, et une, je suis sûr, Maryse qui me regarde, qui va se marier, qui est très belle, j'imagine, qui est aussi très spirituellement engagée, qui est très dynamique. Donc, nous 10, on a grandi avec comme fondement la foi en Dieu, la crainte de Dieu, mais surtout l'esprit de solidarité, la générosité, qu'il ne fallait pas beaucoup pour donner. On a vu nos parents. Et beaucoup d'amour. C'est une grande famille aujourd'hui. J'ai 13 neveux, dont nous sommes, je pense, 5 déjà mariés. Et c'est vraiment le bonheur. C'est vrai, ça a été très difficile tout ce parcours, parce qu'on n'avait pas beaucoup, mais on se contentait du peu et de l'essentiel. Et voilà comment je Sans pour autant être des paresseux. Non, parce que aujourd'hui, on a l'impression que contentement rime avec un peu de paresse. C'est un peu comme si les gens disaient, je me contente, donc je fais pas d'efforts pour en avoir plus. Il faut. Donc, il y a une différence. Il y a une différence. Quand on dit se contenter, c'est ne pas éviter l'envie, la jalousie et tout, mais être conscient du fait que le peu qu'on a, si on travaille plus, on pourra. Et que le seul facteur de réussite, ça, c'est papa. Le seul facteur de réussite, c'est le travail et non la magie. Et ça nous a poussé à travailler. Donc vraiment, Dora, belle opportunité pour moi de rendre un hommage appuyé à mon papa. Et maintenant, ma maman, qui me regarde, voilà une dame. Chaque fois, en tant qu'expert en leadership, il y a ce débat, même à l'international, où on vous dit, oui, les femmes en Afrique n'ont pas une place, le leadership, on ne respecte pas les femmes et tout, on doit donner. Je suis parfaitement d'accord, mais j'ai toujours posé la question aux jeunes de ma génération, la place de nos mamans. Nous tous, nous avons réussi grâce à nos mamans. Si je suis ce que je suis, je le dois essentiellement. Et ça, je vais à ma maman. Pas parce qu'elle est vivante, elle est à ma maman. Et même ce que je serai demain, c'est grâce à cette dame. Et c'est valable pour toutes nos mamans. Elles se battent, baigner à haricots, 4h30. Je suis le premier fils, donc 4h30, cette dame était debout. Je l'accompagne, on faisait les beignets. Et à 6h, elle a presque terminé, fait son panier, et puis je vais en classe, elle est pavante, et elle revient. Et autre chose, j'ai vu les 9 autres nets, du moins, pas 9 autres, peut-être mon petit direct, j'étais encore trop petit, mais à partir du 4e, j'ai vu comment maman était enceinte. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle allait voir les gynécologues, mais je me rappelais seulement qu'on pouvait faire les beignets ce matin, et le lendemain, elle avait accouché, et elle revenait, elle refaisait les beignets. 10. Imaginez, si ce n'est pas ça, être un leader, encadrer 10 enfants que vous avez accouchés et 7 autres cousins, mais se battre. Et c'est valable pour toutes les autres mamans. D'accord, mais justement, comme ils ont ce leadership naturel que leur a pratiquement donné Dieu, on va dire que ça, c'est du fait de la création. Est-ce que, pour autant, les hommes devraient, dans le monde actuel,
penser qu'elles doivent être confinées à ces tâches-là et eux continuer d'occuper les premières places? C'est une erreur stratégique si on le fait. Dans mes deux entreprises, les femmes ont une place de choix. Pas parce que, sans vouloir te flatter, Dora, depuis ton arrivée, je pense on voit l'émission, le professionnalisme et tout en off, je te l'ai dit. Oui. La femme, et ça je m'adresse maintenant aux dirigeants politiques, c'est dommage pour mon pays, le Cameroun, que j'aime beaucoup, que les femmes n'aient pas plus de postes de responsabilité. Parce que c'est des meilleurs gestionnaires. Vous avez vu en termes de corruption, même si elles doivent le faire, la femme a un peu peur. C'est pas comme l'homme qui peut vous piller 1 milliard, vous regarder et le prendre. En plus, qui vous demande la rétrocommission en étant ferme. Mais une femme, il y a quand même un peu de dignité et tout. En plus, elles ont des capacités déjà divines que Dieu a données en termes de management et tout. Prenons le cas de Rwanda. La force du Rwanda, c'est quoi? L'Assemblée nationale, majoritairement des femmes. Ils ont fait confiance. Le président Kagame a fait 2 choses essentielles. Valoriser la femme et la jeunesse. Voilà les 2 piliers sur lesquels tous les pays africains, s'ils veulent vraiment émerger, pour moi, l'émergence, la modernité, la prospérité, c'est cette équation-là. Il faut faire confiance aux jeunes et aux femmes. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut vraiment faire confiance. Et aussi, maintenant, dire aux femmes, voilà, battez-vous. Apparemment, si vous attendez les hommes, ça va... Il faut savoir arracher. Il faut savoir arracher. Et comment elles peuvent l'arracher aujourd'hui dans le contexte camerounais? Sur le plan politique, déjà, c'est de tout faire. Et là, vous avez vu une grande dame comme feu Madame Founing. Vous croyez que les hommes ont fait des cadeaux à cette dame? Pas du tout. Zéro cadeau. Zéro cadeau. Donc, c'est de se battre. Et la solidarité horizontale. C'est quoi la solidarité horizontale? Entre les femmes déjà. J'espère que les femmes célèbrent Dora et que les jeunes ou les aînés, les grandes sœurs journalistes de Dora vont dire, cette jeune fille-là, il faudrait qu'on la tienne par la main. Parce que les leaders, les grands leaders au monde que j'ai eu la chance de rencontrer, se battent que les jeunes soient meilleurs qu'eux. Et c'est valable pour les parents. Un bon père de famille, le cas de mon feu papa, le rêve de tout parent, c'est que l'enfant soit meilleur que lui. Donc j'espère que Dora a parmi ses mentors des aînés journalistes qui passent un coup de fil en disant « Petite sœur, félicitations ». Si ça ne se fait pas, alors je dirais à ces grandes sœurs, erreur. Non, mais heureusement, j'en ai même souvent été surprise de recevoir certains coups de fil inattendus. Donc c'est très important qu'il y ait cet accompagnement. Et puis, autre chose par rapport aux femmes, c'est de se dire qu'on ne vous fera pas de cadeaux et de se battre. Si on prend sur le plan politique, de s'engager davantage et d'avoir des postes de responsabilité. Parce qu'on va donner, c'est-à-dire comme Madame Founing, vraiment pour moi, cette dame, voilà un modèle, c'est-à-dire en termes de combativité sur le plan politique et tout, qui a été président de section, même pas section femmes, vraiment section, et qui a battu au niveau des élections les plus grands. Donc moi, je pense qu'on aurait pu, c'est dommage qu'elle ait été rappelée par le bon Dieu, aller à son école et voir qu'est-ce que... On a le cas de Chantal Lewat, qui est la première femme présidente nationale de la Jeune Chambre au Cameroun, en 1997, et la première Camerounaise à être vice-présidente mondiale, à siéger au conseil d'administration sur le plan mondial. C'est une femme. Donc les femmes peuvent, chaque fois qu'il y a une opportunité, mais il est important qu'elles soient ambitieuses, pas seulement pour elles, mais pour les autres, et que les femmes accompagnent d'autres femmes. D'accord. Maintenant, par la force des choses, on peut aussi avoir des dirigeants, des leaders, qui ont une vision, qui disent, voilà, je voudrais valoriser la femme. Modestement, au niveau de mes entreprises, c'est ce que j'essaie de faire. Et mais c'est pas forcément ce que fait le Cameroun. Je parle de l'État, du gouvernement. Alors, maintenant, quand on regarde... Pousser, faire le plaidoyer, les associations de femmes, pas seulement de femmes, mais d'autres associations. Il va du bonheur de ce pays. Tant qu'on ne valorise pas la femme et les jeunes, je pense que le chemin sera encore très long. Alors, mais vous parliez tout à l'heure également de l'envie des femmes. Quand vous regardez les femmes politiques au Cameroun, autant celles de l'opposition que celles qui sont au sein de l'appareil gouvernemental, même au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez l'impression qu'elles en veulent suffisamment? Bon, il faut être modeste dans le jugement. Quand on veut être même dur, je préfère être... Parce que je suis pas à leur place. La politique au Cameroun, c'est pas évident. Nous sommes des États très jeunes. N'oublions pas, quand on regarde tous ceux qui nous dirigent, je pense que ça sera l'autre génération. Prenons le cas de l'université. Quand je m'installe à Boya en 88 pour créer ADCOM, à l'époque, il y avait plus d'étudiants garçons que filles. J'ai vu la transformation. Je me rappelle avoir demandé une fois à l'ancien secrétaire général de l'université, à son nom, Dr Herbert Ndeli, est-ce que c'était le fait que Mme Dorothy Ndjema était vice-chancellor qui avait... Il a dit non,
c'était parce que c'était les meilleurs. Et l'une des activités d'ADCOM, ma première organisation, c'est d'installer les centres multimédia à milieu scolaire. Donc, je vois les proviseurs femmes. J'ai à peu près une trentaine de proviseurs avec lesquels je travaille. Mais les proviseurs femmes sont les proviseurs les plus remarquables. La méthode, le résultat, la discipline, la rigueur, même dans la gestion. Et quand on regarde les meilleurs résultats, puisque modestement, je le fais aussi, en fin d'année, essayer d'encourager, surtout avec mon ancien lycée bilingue de Boya, les meilleurs, contrairement à ce qu'on pense, même en matière scientifique, c'est les femmes. Donc, il y a une transformation naturelle qui est en train de se passer. Avant, les parents auraient souhaité avoir des garçons. Maintenant, la plupart des parents veulent les filles. Oui. Les filles sont plus responsables. Bon, peut-être pour la dot aussi. Est-ce qu'on dote encore? Oui, dans beaucoup de cultures, oui. Donc, j'ai eu beaucoup de chance alors. Ah, vous n'avez pas doté? Non. Ça, vous avez été très chanceux. Beaucoup de chance. Non, je pense que ce n'est pas pour la dot. Oui. C'est tout simplement parce que les filles sont plus responsables. Ça, je le dis parce que j'encadre les jeunes. Et je vois le niveau de responsabilité de ces jeunes filles quand elles arrivent à Boya, à l'université, leur chambre et tout. Et quand la fille a réussi, la famille, sincèrement, elle tire la famille. Mais quand l'homme a réussi, bon, il pense peut-être à sa famille, oui. À ses multiples maîtresses oui. Et tous ces autres dons. Et c'est pour ça que je pense que tout homme souhaiterait avoir une fille. Sincèrement, les hommes cherchent se battre. Il y a de la sécurité derrière. Il y a une transformation. Non, ceux de mes amis sont à l'abri de la dot. Oui. Non, mais sincèrement, leur rêve, ils disent, Roland, tu as la chance. 2 garçons et une fille, et tu as une fille. Donc, je connais un ami, il tenait, il veut à tout prix. Donc, c'est pas pour la dot, mais parce qu'il pense que la femme est plus responsable. Et je pense que ce n'est pas faux. Il n'y a pas une étude scientifique de ce que je dis, mais par observation. C'est-à-dire 16 ans dans un environnement universitaire, je vois l'attitude des filles un peu différente. Je ne dis pas qu'il y a des filles qui ne sont pas responsables, la façon de faire, mais je dis de plus en plus, la jeune fille est responsable. Prenons le cas de l'Université catholique de Boya, où je suis, j'ai un poste de responsabilité au comité exécutif du Board of Trustees. Les meilleurs résultats, encore une fois de plus, c'est les filles. Oui. Même en cycle de domaine ingénierie, chemical engineering, scientifique, oui. Ce que je veux pas lettres, ce sont des filles. Et ça, moi, je regarde ça, je suis tellement content parce que ça veut dire que naturellement, dans les 15-20 prochaines années, qu'on ne le veut pas, les elles femmes vont prendre la tête. Voilà. D'accord. La preuve à STV, on voit. Oui, merci. Alors, vous avez beaucoup évoqué Boya, oui. Et puis même certaines personnalités qui sont originaires du sud-ouest, du nord-ouest. Oui. Vous êtes originaire de là également? Non, non. Moi, je suis originaire de l'ouest, plus précisément le département d'Undé et le village Bama. Donc, voilà. Mais bilingue, en tout cas. Oui, bilingue. Parfaitement bilingue. Merci pour le compliment, oui. Parce que j'ai eu la chance d'avoir fait un lycée bilingue, le lycée bilingue de Boya, quand c'était véritablement bilingue, où les anglophones et les francophones étaient vraiment ensemble. Et ensuite, je me suis installé à Boya depuis 16 ans. Et parce que j'ai aussi vite compris que la langue qui va diriger le monde, c'est l'anglais. La preuve, quand j'étais président mondial à la Jeune Chambre, j'ai eu à faire 11 pays et j'ai parlé français dans à peu près une quinzaine de pays, dont la plupart des pays africains. Donc voilà, c'est l'anglais partout dans le monde. Que ce soit en Allemagne ou c'est l'allemand, mais c'est l'anglais. Que ce soit en Amérique latine, c'est l'anglais. Que ce soit en Asie, c'est l'anglais. Donc nous avons cette chance au Cameroun d'avoir ces deux langues, le français et l'anglais. Et c'est pour ça que l'Académie, quand on reviendra sur si jamais sur l'actualité, oui. J'insiste, l'une des conditionnalités pour que les jeunes puissent participer, parce que nous avons à peu près souvent 2000 candidats, il faut sélectionner 100. Le bilinguisme, pour moi, est une condition sine qua non pour participer. Parce que nous sommes bénis au Cameroun. Un jeune qui a moins de 30 ans, 35 ans, s'il ne parle pas les 2 langues, il y a problème. D'accord. Alors, puisque vous m'avez tendu la perche en parlant de la JCI, avant qu'on ne revienne sur votre parcours professionnel, je souhaiterais qu'on y rentre directement. C'est en 2002 que vous intégrez la Chambre. Oui, comment ça se passe? Et déjà, qu'est-ce qui vous motive à y aller? Merci. En 2002, je suis déjà... En 99, je monte l'un des premiers cybercafés. On avait à peu près 2 ou 3 cybercafés dans la ville de Boya. Et en 2002, le président national de la Jeune Chambre du Cameroun est de Boya. Et vient souvent travailler dans mon cyber. Pour que vous compreniez, à l'époque, les cyber, on n'avait pas Internet comme maintenant, on est dans les portables et tout. Il fallait dans un cyber. Et il venait travailler chaque fois. Et je l'observais, c'était un aîné vraiment très professionnel, très courtois, mais aussi très cultivé dans les discussions. C'est lui qui me dit, est-ce que je ne serais pas intéressé à devenir membre de la Jeune Chambre? Je demande, mais c'est quoi la Jeune Chambre? J'avais une idée assez vague parce que
en tant qu'étudiant, j'ai été actif à l'AIESEC, donc qui est un peu très proche. Et il me présente l'organisation, il me dit, voilà, c'est un mouvement de jeunes qui se regroupent pour pouvoir renforcer leurs capacités, qui développent des compétences leadership, management, responsabilité sociale, mais surtout afin qu'ils soient des agents de changement positif dans leur cité. Et il m'avait posé quelques questions à l'époque sur Boya, comment il trouvait la ville et tout, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très critique, mais dans la construction. Tout à fait. Et il m'a dit, bon, voilà, donc viens pour qu'ensemble, on puisse apporter des solutions. Bon, j'irai par curiosité. Et ce qui va me frapper à la première réunion, c'est l'organisation, la ponctualité, mais surtout la façon de gérer leurs réunions, ce qu'on appelle la procédure parlementaire. Parce que je vois dans les multinationales, souvent on fait des réunions 4, 5, 6 heures. J'ai dit, Seigneur, on peut pas, une réunion ne doit pas durer plus d'une heure. Une bonne réunion. Parce qu'après, on est fatigué. Voilà, on est fatigué. Ça veut dire, si on fait 5, 6 heures, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. On n'a pas bien planifié l'ordre du jour, le contenu. Il n'y a pas eu de préparation avant. Et la jeune chambre, c'est là où je vais apprendre cette méthodologie. Et rapidement, quand je rentre maintenant, parce que c'est les premiers mercredis à l'époque à Boya, et je rentre, j'essaye au niveau de mon entreprise, parce que j'avais cette culture de faire des réunions. Et on va faire en 30 minutes, les collaborateurs seront surpris. Et là, ce que je vais aussi aimer, c'est le fait de pouvoir contribuer à faire de Boya une très belle ville. Nous allons planter des arbres à Boya. On va faire un concours qui est... Parce qu'il n'y a pas de leadership sans l'art oratoire. Et il y a un concours chez nous, au niveau de la jeune chambre locale de Boya, où on fait venir des jeunes d'à peu près 10 lycées de la ville de Boya, 10 lycées et collèges privés, sur le concours d'art oratoire sur des thèmes citoyens au niveau 2 ou 3 jours avant le 11 février. Donc voilà comment nous... Et ça forge des personnalités. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je suis devenu membre depuis 2002. Et j'ai eu la carrière que vous avez connue. 2004, secrétaire général de la jeune chambre de Boya et acting president. Parce que j'ai eu une chance incroyable de tous les postes de responsabilité. Je n'ai jamais été président local, ce qui fait aussi l'exception parce que je suis le seul, peut-être, le président mondial qui n'a pas été président. Il y a 3 niveaux de leadership, local, national et international. Mais en 2004, le président local est affecté à l'INBE sur le plan professionnel et fait de moi acting president, donc un peu comme intérimaire. Donc voilà, il va tellement travailler que à la fin de son mandat, à l'unanimité, les aînés disent non et les membres, ça ne sert à rien que je cherche à devenir président l'année qui suit. Et voilà comment la carrière nationale. Je suis vice-président exécutif sur le plan national et en 2006, président national. Et je vais rendre hommage à STV parce que la première fois que je passe à la télé, c'était sur nos antennes. Oui, Good Morning Cameroun avec Feu Loulou. Père à son âge, on m'avait dit qu'elle était décédée. Tout à fait. Et voilà, ça, je commence à passer à la télé, je prends conscience de l'importance des médias, mais surtout de ce qu'il faut dire, comment se comporter, et tout ça va vraiment forger la modeste personnalité et puis mon caractère. Et je commence aussi une carrière internationale. En 2007, je suis vice-président international assigné à 10 pays. En 2008, je suis président des jeunes chambres Afrique et Moyen-Orient. En 2009, je suis vice-président exécutif. Et en 2010, je suis élu président mondial. C'est une carrière exceptionnelle, fulgurante pour ceux qui connaissent l'organisation. C'est vrai. Je deviens président en moins de 8 ans. C'est surprenant. C'est en 15 ans en moyenne. Est-ce qu'il y a des parrainages? Qu'est-ce qui a favorisé ça au-delà de votre travail? Parce que quand on vous suit, effectivement, vous êtes très travailleur. Mais il faut plus que ça dans de telles organisations. Alors, je vais aussi prendre le destin. Et de plus en plus, ma foi est devenue très forte. Parce que voici l'enfant d'un policier, d'une maman qui faisait ses beignets haricots, qui a atteint le sommet. Et Dora, qui a fait 82 pays. J'aime trop le dire. Et vous pouvez taper dans Google bien Yata, les informations sur les voyageurs du monde. Dieu est grand. C'est-à-dire, voyons d'où je sors. Tout à fait. Et d'où je suis arrivé, tout est grâce. Donc, je rends d'abord gloire à Dieu, c'est Dieu. C'est pas moi, c'est pas de ma force. Et deuxième personne, mon papa. Il me disait ceci, il avait dit, dans l'une des conversations, quand j'ai commencé à avoir cette ascension, même sur le plan professionnel, il me disait, mon fils, tu vois, j'ai fait qu'une maison en Carabote. Tu sais pourquoi? Je dis non. Il dit, toute ma carrière, je n'ai pas pris un franc. Une trentaine d'années à la police, je n'ai été qu'instructeur. J'ai formé des vingtaines de milliers, c'est-à-dire des policiers, parce qu'il était un instructeur au centre d'instruction, à Motengere. Mais vous serez bénis. Pas parce que vous êtes très fort, mais parce que j'ai travaillé.
Et je peux voir le résultat. Parce que souvent, je vois comment mes choses marchent. Oui. Et là, je vois encore la conversation avec mon papa qui me disait... Et là, vous me donnez l'opportunité d'interpeller les parents. Vous savez, tous les chocos, la corruption, tout l'argent qu'on prend, souvent, il y aura une implication, une malédiction sur les enfants. Et quand je regarde de près les collègues de mon papa, de mon feu papa, tous ceux qui faisaient tout ce qu'on connaît, qu'on fait au Cameroun, prendre... C'est la catastrophe sur le plan familial. Donc, c'est le karma, en fait. J'ai vu. Pas que j'ai vu. Du moins, je peux me tromper, mais c'est là où j'ai commencé à avoir peur de mon voisin. Mais celui-ci n'allait pas à l'église 20 fois comme ma maman. Mais tout ce qu'il a dit, et tout cela que les parents prenaient, les enfants, soit des braqueurs, soit vraiment, c'est du, excusez-moi, n'importe quoi. Et à partir de là, je me suis dit, il y a une main invisible. La façon, la bénédiction, la parole qu'on dit. Il faut tout faire que ce soit la bonne parole. C'est pour ça, dans la Bible, dans les 10 commandements, le seul commandement avait une récompense. C'est d'honorer ses parents. Oui. Si vous le faites, il y a une récompense. Et là, une fois de plus, puisque mon passage à cette émission, je voudrais beaucoup plus m'adresser aux jeunes. Ce n'est pas, je sais, on peut dire, mais entretien, le positionnement, on en a discuté en off. Ce n'est pas pour le positionnement. Je voudrais que mon passage soit une source d'inspiration pour d'autres jeunes. Respectez vos parents. Respectez et soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de vos parents. Vous avez besoin qu'ils vous bénissent. Et je peux dire aujourd'hui, je peux affirmer que si j'ai pu atteindre le sommet de cette organisation, ce n'est pas forcément, uniquement par la force de mes bras. Il y a eu cette grâce, cette bénédiction qui vient des parents, qui vient de Dieu, mais il y a eu aussi l'accompagnement de plusieurs personnes qui se reconnaîtront dans mon pays. Pour que je sois candidat, il a fallu que le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, puisse, comment on dit en anglais, endorse. Et j'avais besoin d'avoir un statut de diplomate. Donc, il m'a donné ce statut. Donc, j'ai été, dès 2009, quand j'étais candidat, sous ses hautes instructions, j'ai été accompagné, que ce soit le ministre Eyebe à l'époque, le ministre Mirex, l'accompagnement, le SGPR d'époque, le ministre d'État Laurent Esso, que ce soit le ministre du Commerce, puisque la jeune chambre au Cameroun est placée sous la tutelle du ministère du Commerce avec décret présidentiel depuis 2003, et que ce soit la ministre de la Culture qui est jeune chambre, Madame Amatoutou. Donc, des personnes m'ont vraiment accompagné. Et ma maman dit de toutes les vertus, la mère de toutes les vertus, c'est la gratitude. Savoir dire merci à tout cela. Et puis, ne jamais oublier, j'ai dit, je citerai toujours les 25 millions de francs CFA remis par le président pour ma campagne. C'est vrai, nous avons dépensé près de 70 millions. Par le président de l'organisation? Non, le président de la République, le président Paul Biya. Ah, d'accord. J'ai eu 25 millions de francs CFA, mais surtout ce que j'attendais et qui va faciliter mon déplacement, mon déploiement, c'est le fameux statut de diplomate. Donc, j'aurai un passeport diplomatique et pas 3 passeports diplomatiques. Parce qu'un passeport pour les visas Schengen, qui me permet, ce passeport va me permettre de couvrir toute l'Europe. Je vais faire une trentaine de pays européens. Un passeport pour les Amériques, donc États-Unis et l'Amérique latine, hormis Canada, parce que je vais prendre Canada. Et puis un passeport pour l'Asie-Pacifique, donc avec un visa japonais, un visa coréen, un visa indien, je vais couvrir tout l'Asie et Pacifique. Et pour la petite histoire, il paraît que j'étais le seul à avoir. À l'époque, le ministre me disait, vous là, vous avez toujours... Donc tout est grâce. J'ai tout eu ça. Donc, de l'opportunité. Assez facilement. Oui, assez facilement. Oui, assez. Oui, on va relativiser. Voilà. De toutes les manières, parmi les missions que vous étiez assignées, quand vous êtes devenu président en 2010, vous disiez que vous comptiez augmenter le nombre d'adhérents à la GCI. Déjà, combien en avait-il et combien en a-t-il eu après votre mandat? Bon, nous étions à l'époque à peu près, on arrondit, mais nous sommes à peu près 185 000. 185 000 membres à l'époque. Mais ce que je fais l'augmentation, c'est parce que je vais créer un nouveau mot, de Impact of One. Je ne crois pas à l'augmentation du chiffre, mais beaucoup plus à plus de pays. Donc, on va faire venir 5 nouveaux pays, dont l'Égypte, pour le Mozambique, donc pour l'Afrique. Et au niveau de l'Asie, Azerbaïdjan, Cambodge, et puis au niveau de l'Europe, la Bulgarie. Donc voilà les 5 nouveaux pays qui seront, à la fin de mon mandat à Osaka, qui seront admis à la jeune chambre. Donc 5 nouveaux pays. Et on va quitter à l'époque de 115 à 120 pays.
Donc là, on a fait ce travail. Autre chose qu'il y avait, la promesse qu'il y avait, c'était le paludisme. Oui. Quand je suis élu, chaque 30 secondes, un enfant meurt en Afrique à cause du palu. Quand je fais mon discours le 10 novembre 2010 à Osaka, chaque 45 secondes, on a gagné 45 secondes. Autre soutien, on va mobiliser près d'$1 million en termes de fundraising, de levée de fonds des membres, $10, $5, parce que nous sommes quand même près de 200 000 membres, et qu'on remettra au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, en tant que soutien. Parce que la Jeune Chambre, depuis 1954, a des accords de partenariat avec les Nations Unies. D'accord. Et pour le Cameroun, vous disiez, outre le paludisme, où vous parliez de la distribution et l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, vous aviez également parlé de participer à une meilleure implémentation de l'objectif du millénaire pour le développement. Oui. Qu'en est-il? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu un réel impact au Cameroun, par exemple. Non, il y a eu. Quand j'ai eu la rencontre avec le secrétaire général Ban Ki-moon, il me le dit à New York, parce que on se revoit en janvier, on se revoit en juin. Juin, 2 semaines auparavant, il était au Cameroun. Donc, quand on se revoit à New York 2 semaines, et le point qu'on fait, il est très satisfait, mais surtout au niveau de la femme, la valorisation de la femme. Mais le palu et la peuple du Cameroun, le gouvernement camerounais va distribuer à peu près, je pense, 10 millions de moustiquaires imprégnés. Donc, modestement, nous, on a pu influencer. Et la plupart du temps, il y a des actions qu'on mène, le résultat, c'est plus tard. Mais nous, on a quand même fait un plaidoyer en disant, voilà ce qu'on fait modestement, mais le gouvernement peut faire plus. Et le gouvernement du Cameroun s'est lancé dans la distribution des moustiquaires imprégnés sur le plan gratuit. Mais ça, ils le font, d'ailleurs, de la Jeune Chambre. Nous, on le fait. Mais non, je veux dire le gouvernement. Oui. Il n'a pas besoin de la Jeune Chambre pour le faire. Non, on a... Regardez bien, c'est en 2011 qu'on fera les... 2012 qu'on fera les 10 millions. Mais avant, c'était discret et tout. Il y a un travail de plaidoyer. Donc, c'était sous l'impulsion de la Jeune Chambre. Oui, plaidoyer, puisque nous, avec les Nations Unies, ils nous demandent, faites un travail, puisque nous sommes dans 100, à l'époque, 115 pays. Ils nous disent, poussez l'agenda des OMD. Pour votre information, le secrétaire général qui adopte, c'est Kofi Annan. Il est Jeune Chambre. Et c'est sous notre impulsion. Et même là, à New York, si vous regardez sur Facebook et tout, la Jeune Chambre a travaillé maintenant pour les objectifs de développement durable. On a beaucoup travaillé. Écoutez... Qu'est-ce qui vous donne donc cette capacité d'influencer les dirigeants? Qu'est-ce qui vous donne cette autorité? C'est d'abord la crédibilité de 200 000 bénévoles. Nous ne sommes pas payés, nous sommes des bénévoles. Deuxièmement, c'est cette passion à contribuer. Et quand vous êtes vrai, vous êtes authentique et vous êtes passionné. Et c'est aussi la reconnaissance. N'oubliez pas, j'ai dit au Cameroun, la Jeune Chambre est reconnue par décret présidentiel. En 2006, quand j'étais président national, le discours du président, le 10 février 2006 à la jeunesse, vous savez, il a cité la Jeune Chambre comme exemple. Et quand il cite de quoi il parle, nous avons formé à l'époque 3000 jeunes sur la rédaction du plan d'affaires. Nous sommes les pionniers à parler des business plans, à dire que la voie salutaire du moins pour le chômage, c'était l'auto-emploi. Mais il ne suffisait pas de le dire. Nous avons formé près de 3000 jeunes dans tout le Cameroun. Et c'est comme ça, les rapports vont aller à la présidence, puisque chaque fois qu'on fait une activité, nous remettons nos rapports à notre tutelle, qui est le ministre du Commerce. Du Commerce, oui. Et les médias, les dossiers de presse, on remet. Mais après, on était surpris. Moi, personnellement, en premier, quand je suis appelé, on dit, bon voilà, je suis le discours, le président parle de la Jeune Chambre. Je suis président national quand il parle de la Jeune Chambre. Vous êtes surpris? Je suis surpris. D'ailleurs, ça, il ne faudrait pas qu'on laisse passer ça comme ça. Pourquoi vous êtes sous la tutelle du ministère du Commerce? Oui. Et pourtant que vos activités ne sont pas du genre ramener de l'argent. Vrai. Bon, là, on peut questionner le décret présidentiel. C'est une décision de la présidence. Dans d'autres pays, la Jeune Chambre est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse. Oui. Mais c'est tout simplement que quand le positionnement des fondateurs, c'était une Jeune Chambre purement économique. Et à l'époque, c'était MINDIC, Ministère du Développement industriel et commercial. C'est sous le ministre Belobouba, quand elle est ministre, c'est en 2003. Il n'y a pas encore le split. Et quand on va faire le split, de ministère de l'Industrie, ministère du Commerce, on divise en 3 ministères PME, on nous envoie au ministère du Commerce. Donc voilà l'explication que je peux donner, puisque plusieurs fois nous nous sommes interrogés. Et quand on regarde la configuration des membres, à peine, bon pas à peine, ce qui n'est pas petit, 30 à 35% sont des entrepreneurs. Oui.
Mais nous sommes déjà reconnaissants qu'il y a même un décret présidentiel. Mais c'est vrai qu'il nous place sous la tutelle du ministère du Commerce, qui peut peut-être sur le plan de positionnement créer un peu... Mais nous sommes fiers. C'est vrai qu'il y a une confusion quand même, parce que ça donne l'impression que vous faites de l'argent de par vos activités et autres. C'était le décret, c'est parti de la présidence, mais nous sommes reconnaissants. C'est vrai que dans d'autres pays, il faut être honnête, la Jeune Chambre, c'est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que, en parlant encore de cette aura que vous avez dans tous les pays où vous êtes, est-ce que c'est pas du fait aussi de ces organisations qui vous encadrent? On a l'UNICEF, on a l'UNESCO, on a l'OMS, vous êtes vraiment encadré. Voilà. L'ICC, International Chamber of Commerce. Voilà, vous êtes encadré par les plus grandes organisations. Est-ce que c'est pas ça qui vous rend plus crédible que les autres associations de jeunes à travers le monde? Tout simplement parce que notre organisation a 100 ans d'aura. Cette année, nous fêtons 100 ans. L'organisation est née en 1915 à Saint-Louis, dans l'État de Missouri, aux États-Unis. Au départ, c'est un groupe de jeunes, une vingtaine de jeunes, qui ont à peine 20 ans, qui se plaignent de 2 ou 3 choses. Un, n'oubliez pas, en 1915, la Première Guerre mondiale, les jeunes Américains sont appelés à aller en Europe faire une guerre. Et ces jeunes s'interrogent et se questionnent. Pourquoi est-ce que nous devons aller faire cette guerre? Deuxièmement, c'est au moment où on est en train de bâtir aussi les États-Unis, les grands chantiers, les grands travaux, où il y a beaucoup de débats. Les jeunes, à l'époque, estiment que les entrepreneurs ne sont pas généreux. Comme ils disent, sont greedy, sont un peu radins, et que il y a eu tout ce conflit de génération. C'est écrit, c'est 1915, notre fondateur. Et troisièmement, ils estiment que les hommes politiques sont corrompus. Voilà les 3 grandes discussions que nous trouvons dans les documents de notre fondateur. Donc, imaginez, 100 ans après, est-ce qu'il y a la paix dans le monde? Est-ce que les jeunes sont amenés à faire la guerre? Oui, toujours des problèmes. 100 ans après, est-ce que les entrepreneurs, les grands industriels sont généreux ou chiches ou radins? Le débat se pose. Est-ce que les jeunes sont satisfaits et contents de leurs dirigeants politiques? Je dis non. Modestement non, de tous mes voyages. Donc 100 ans après, la problématique est là, les défis sont réels et la mission est toujours pertinente. Voilà comment ça commence. Et notre fondateur dira à ses camarades que ça ne sert à rien de continuer à se plaindre, d'accuser et de tout. On peut commencer un mouvement qui va nous permettre de développer des compétences qui nous pousseront plus tard, quand on sera des seniors, à être différents de tout cela. Et voilà comment le mouvement va commencer. Donc vous aspirez au sein de la GCI à changer le monde, ça veut dire qu'à diriger le monde aussi. À diriger le monde. Mon fils, en 2010, il a 6 ans, et la maîtresse demande « Qu'est-ce que ton papa fait ?» Puisqu'on demande à tous les enfants de style groupe préparatoire. Et il dit, il a donné une réponse. J'étais en Turquie et mon épouse était aux États-Unis. Bon, on n'est pas parti avec les 2 enfants. Les 2, on a préféré parce que nous sommes convaincus que la qualité et les valeurs traditionnelles africaines sont meilleures par rapport à ce qu'on a vu à l'Occident. Et ça, on a vu. Donc, et c'est mieux l'Afrique en termes d'éducation de l'enfant. Et on était en contact avec eux chaque fois, mais on épouse plus puisque je voyageais beaucoup. Elle dit, ben, j'ai appelé la maîtresse, il y a un petit souci. J'ai dit, qu'est-ce que William a encore fait? William a dit quelque chose d'extraordinaire à la maîtresse. En réalité, on demande, qu'est-ce que ton papa fait? Il dit, son papa voyage, comme profession. Et tout le monde arrive comme tu es en train de rire, Dora. Mais il a dit quelque chose de très important et grave après. Mon papa voyage et change le monde. Pour un enfant de 6 ans, la maîtresse, elle ne sait pas vrai. Elle a appelé mon épouse, parce qu'on s'appelait, que mais votre fils, voilà ce qu'il a dit. Et je me rappelle en Turquie, mon épouse, quand elle m'a dit ça, j'ai coulé une petite larme en disant, oh mon fils, il est très fier de moi, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Papa voyage et change le monde. Si j'écrivais un livre, ça sera le titre de ce livre, de tout mon voyage. Pour dire qu'effectivement, les jeunes chambres aspirent et rêvent à changer le monde. Mais pas le monde tel que Papa voyage et change le monde, mais dans nos communautés. C'est pour ça qu'il y a 6000 jeunes chambres locales. Dans les jeunes chambres locales, c'est des projets, c'est des programmes, c'est des activités, c'est des séminaires de renforcement de capacités. Vraiment, c'est pratique, c'est pragmatique. On investit beaucoup sur la personne, la confiance en soi, la connaissance de soi, tout ce qui est leadership, management, mais surtout les programmes, les projets. Pour le faire, il y a 3 partenaires essentiels. Pour que vous compreniez notre démarche, il y a 3 piliers de toute société moderne. Le premier pilier, c'est le gouvernement. Le gouvernement à lui seul, Dora, ne peut pas résoudre tous les problèmes. La preuve, on a vu avec le président Obama. J'étais aux États-Unis quand il a été élu. On a vu, on a rêvé, mais après,
rapidement à déchanter. Malgré toute la bonne volonté du monde, les gouvernements à eux seuls ne peuvent pas résoudre les problèmes auxquels leur population font face. Deuxième pilier, le monde des affaires, le corporate world. Le monde des affaires aussi, le monde des affaires à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes auxquels la communauté fait face. Troisième pilier, les organisations de la société civile, d'où la Jeune Chambre, les autres. Mais ces organisations ont la bonne volonté, ont de très belles idées, ont un rêve, mais à elles seules, elles ne peuvent pas. Alors la solution, c'est le partenariat. Et c'est là où la Jeune Chambre, vous allez voir, nous avons des accords avec l'État, nous avons des accords avec le monde des affaires, et nous avons des accords même avec d'autres organisations de la société civile. Donc la solution, c'est le partenariat. Donc voilà ce qu'on fait, la Jeune Chambre, concrètement, pour pouvoir changer le monde. D'accord. Et combien de leaders mondiaux sont sortis, ou disons plutôt sont passés par la Jeune Chambre? En termes d'effectifs, depuis la création, 11 millions de membres. 11 millions. Parce que n'oubliez pas, la Jeune Chambre, c'est 18 à 40 ans. Oui. À 40 ans, vous partez. Donc aujourd'hui, j'ai 44 ans. Et quand on part, on entre où, si je peux... Quand on part, pour ceux qui sont passionnés en politique, ils vont faire la politique. Ceux qui sont passionnés, une carrière internationale, organisation internationale, Kofi Annan et tout, les politiques, Jacques Chirac, Taro Asso, Konan Bédian. Donc, voilà, on vote de ses propres ailes. On n'est plus au sein d'une organisation qui est la continuité. Voilà, mais la vraie vie commence. Donc, vous devez faire quelque chose pour votre communauté. Pour mon cas, quand j'ai terminé ma carrière, j'ai créé une deuxième entreprise qui s'appelle Go Ahead Africa Limited, qui est un cabinet de leadership et management, tout ce qui est coaching. Et nous, on accompagne les leaders et les managers. Et là, ce n'est plus la théorie, ce n'est plus le jeu, c'est du concret. On le fait, on gagne notre vie, mais on a décidé qu'à peu près 50% de notre bénéfice, on le met dans le cadre d'un projet, la Cameroun Leadership Academy. Donc, chaque année, nous formons près de 100 jeunes en une semaine. Mais chaque année, nous formons au Cameroun près de 2000 jeunes, parce qu'on a un deuxième projet, qui est le Forum national sur le bénévolat et la RSE, où dans la première édition, l'année passée, on a eu 2000 jeunes qui sont venus pendant 3 jours, des séminaires sur comment. Parce que, pour que vous compreniez, la plupart du temps, les jeunes me voient et me disent « Oh, grand frère, on a terminé les études, ESSEC, Polytech, FASA, et puis je n'ai pas au travail. » Et ça revient plusieurs fois. Et vous dites « Non, tu peux faire quelque chose. » Il ne comprend pas. Et pour lui, ne pas avoir le travail, c'est qu'il ne travaille pas à STV. Il ne travaille pas à MTN. Non. En réalité, il doit être utile. Il ne comprend pas qu'il y a d'autres fonctions que seulement ce salaire, le bénévolat. Pour un jeune qui a une licence, une licence en chimie ou en mathématiques, s'il n'y a pas de travail, qu'est-ce qu'il fait? Il peut décider d'être au service des autres. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et en donnant, on reçoit automatiquement. C'est le cas, on peut voir Obama. Le parcours, il finit à Harvard, brillantes études, il décide de rentrer à Chicago, piégé de donner quoi à l'université, tout le monde sait. Que il est passé à la Jeune Chambre aussi, Barack Obama. Malheureusement. Mais Clinton, aux États-Unis, 12 chefs d'État sont passés par la Jeune Chambre. Donc JFK, Ford, Kennedy, Nixon, George Bush, père. Donc voilà, parce que c'est toute une institution. Et au Japon, pratiquement 6 premiers ministres, dont le premier ministre actuel. Donc là-bas, c'est toute une institution. Donc c'est important que le jeune se rende compte que après les brillantes études, même quand il n'y a pas d'emploi, et même quand vous avez l'emploi, puisqu'en réalité, j'aime toujours demander aux jeunes, comment passez-vous 24 heures? Ils me regardent. Si vous prenez 24 heures, vous faites 24 divisé par 3. C'est 8. Il y a 8 heures de travail, tel que l'OIT, le BIT le dit. 8 heures. 8 heures de travail, pas au travail. 8 heures de travail. Parce que je connais les Camerounais, écoutez-moi, pas 8 heures au travail, mais 8 heures de travail. Après, il reste 16 heures. Vous avez 8 heures pour dormir. Ça, c'est pour... Mais moi, personnellement, j'encourage 4-5 heures, pas 8 heures. Parce que quand on est jeune, il faut travailler. Mettons 8 heures. Il reste 8 heures. Demandez à tout le monde, ceux qui font mes séminaires, justifiez-moi l'utilisation des 8 autres heures. Parce que c'est sur papier. C'est vrai que moi non plus, je saurais le faire. Voilà. Tout simplement. Ça passe inaperçu, on ne s'en rend pas compte. Donc, Dieu n'est pas fou d'avoir donné 24 heures. Et qu'on divise par 3, mais les gens ne se rendent pas compte que le temps, c'est de l'argent. Et que la gestion, l'une des difficultés et des entorses au développement du continent africain, c'est la gestion du temps. On a l'impression que l'Africain, comme on dit dans la blague, il est né sans la montre. Il faut mieux gérer son temps. Et quand vous avez cette planification, cette organisation, vous verrez que vous pouvez faire plus de choses. Et que quand vous avez fait 8 heures de travail, vous avez fait 8 heures de sommeil, il y a 8 heures qui restent. Qu'est-ce que vous faites? Les 8 heures, j'aime souvent expliquer et encourager les jeunes, c'est d'être au service. Le bénévolat, donc, activités spirituelles, religieuses,
activité dans la communauté. Vous avez des gens qui touchent 3-4 millions ici à Douala. Mais chaque année, c'est le congé, aller à Paris, aller à New York avec sa femme et ses enfants. Vous êtes pire que celui qui ne travaille pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voudrez qu'on retienne de vous quand on ne serait plus là? Parce que nous sommes tous de passage. Vous n'êtes qu'un citoyen lambda. Or, j'ai une autre question. Je sais que c'est Doha qui pose des questions. Si je demande le nom de Miss Cameroun de l'année passée, tu vas me donner Miss Cameroun, il y a cela 2 ans. Mais si je demande le nom de Miss Cameroun, peut-être 4-5 ans, on oublie. Par contre, si je te demande le nom de ta maîtresse, institutrice de l'école primaire de Koumouen 2, c'est facile de s'en souvenir. Moi, c'est M. Wabo. Si jamais Madame Rose, voilà, je m'en souviens. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont marqué notre vie. Vous avez vu la rencontre du président Paul Biya avec son maître de l'école primaire à Ebolova lors du comité agro parce que oui, tout à fait. Rarement les gens ont vu le président aussi ému quand il a rencontré son instituteur. Voilà la place de ceux. Pour moi, voilà les leaders. Un leader est un serviteur. C'est ceux-là qui ont été au service des autres. Vous pouvez toucher 10 millions par mois, 10 millions de francs CFA. Donc, apprenez à donner, cherchez un moyen de donner systématiquement, d'impacter. Et ça, voilà comment vous allez marquer l'histoire de votre passage sur Terre. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, on veut s'inscrire dans l'éternité, mais ce n'est pas forcément en étant ministre, président de la Jeune Chambre. Non, ce n'est pas comme ça que je voudrais, c'est pas ce que je voudrais qu'on garde de moi, que j'ai été le premier noir président mondial de la Jeune Chambre. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de cette présidence? Je me suis battu et 15 secondes de gagner. Si vous regardez les images d'Osaka, on pleurait. On a gagné 15 secondes. C'est-à-dire tous les 30 secondes, les gens mouraient en Afrique à cause du palu. À la fin de mon mandat, que l'OMS déclare que c'est 45 secondes. Aujourd'hui, nous sommes à 60 secondes. Voilà le travail qu'on fait. Et la plupart du temps, il y a des choses que nous on fait et qu'on ne va même pas voir le résultat. Donc moi, je voudrais que ce soit, et je m'adresse à ces jeunes cadres qui ont des belles voitures, qui roulent ici et qui sont indifférents. Ils n'ont aucun engagement communautaire, aucun engagement citoyen, indifférence. Vous savez, le malheur des Camerounais et des Africains, on veut bâtir un Cameroun différent. On veut bâtir une Afrique différente, mais avec des personnes indifférentes. Tout à fait. Ce n'est pas possible. On doit s'engager, on doit être militant. Il y a tellement de causes. Même quand on ne voulait pas faire la politique, il y a tellement de choses. Regardez autour de nous. La ville n'est pas propre. L'architecture, elle est moche. Désordre architectural, vraiment sale. Il y a le sida, le palu, le chômage des jeunes. Il y a tellement de défis que quand je pense que les gens vous disent non, rien à faire, je commence à m'interroger. Parce qu'il y a tout à faire. Et je ne voudrais plus qu'un jeune me dise qu'il n'a rien à faire. D'accord. Alors, je fais quelque chose. Tout ça est tellement passionnant. Vous voyez, je suis pratiquement en train de faire, comme on dit au quartier, de boire vos paroles. Parce que vraiment, tout ce projet et tout ce que vous avez réalisé, c'est impressionnant. Mais, et ça, vous le disiez, vous aviez également l'intention, à travers le marketing et la communication, de repositionner l'organisation, notamment sur le plan de l'image. Vrai. Est-ce que vous êtes conscient de l'image que les gens ont des organisations comme la Jeune Chambre, un certain nombre de jeunes? Oui. Vous savez ce qu'ils pensent? Oui. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Beaucoup ont la perception que c'est un cercle fermé, que nous sommes des ordres et tout, mais c'est faux, archi faux. Si nous étions des ordres, je serais le premier à ne même pas être membre, de par les valeurs. Et là, ma maman m'écoute, elle sait, je ne serais pas membre. Oui. Je pense que c'est une organisation de renforcement de capacité. Moi, ce qui me fait mal, il y a une amie qui a fait un post sur Facebook, un enfant, je pense, au Nord-Ouest, qui avait une maladie, on a mis sur Facebook. Et j'étais étonné de voir les commentaires, sorcellerie, des trucs. Non. Vous savez, quand on est malade, on part à l'hôpital. Vous voyez, on va vous dire, pour travailler à STV, il faut faire ceci, pour travailler. Non. S'il est vrai que la corruption a gangréné notre société, que le tribalisme est en train de prendre des proportions, mais il est très vrai. Là, c'était mon papa qui me disait. Je me rappelle quand j'ai fait le concours du centre universitaire, je dois là le cycle technicien supérieur action commerciale. Quand on a fait la première partie, et j'ai eu une conversation, c'est très proche, comme d'habitude, proche de maman. Le papa était exigeant et autoritaire. J'ai dit, maman, on nous a dit que pour le concours, là, après, il faut choco. Elle m'a demandé, il faut à peu près combien? Ah, c'est les mamans. J'ai dit, bon, mes camarades, j'ai 19 ans. Il faut peut-être 200 000. Moi aussi, c'était les commentaires qu'on disait. Naturellement, elle a dit à son mari, qui est mon papa, que Roland, il paraît que pour le concours, là, comme il l'a fait là, il faut qu'on se prépare. J'étais admissible. Il faut. Mon papa, c'était la dernière fois, je ne vais jamais oublier, j'ai eu une paire de gifles. J'étais en terminale. Il m'a dit, jamais, plus jamais.
tu dois passer ce concours. Tu feras ce concours et tu dois passer. Sans qu'on débourse le moindre franc. Il n'y aura même pas un franc. Et deux, après, il me dit, fais tout pour être parmi les 5 premiers. Et là, on ne riait pas parce qu'on parle. C'était pas mon ami. Hein. Il devient mon ami plus tard. C'était quelqu'un de... Il me dit, tu fais tout pour être parmi les 5 premiers. Maintenant, je ne refuse pas qu'on peut mettre 2 ou 3 noms, mais les premiers sont les premiers. Oui. Dora, j'étais major de ma promotion au concours d'entrée. Parce qu'il savait vous booster. Oui, il m'avait poussé. Alors, je souhaiterais quand même, Roland Kwémien, qu'on s'intéresse davantage à cette perception. Oui. Parce que même sur le post que j'ai fait sur notre émission d'aujourd'hui, oui. j'ai vu les réactions, parce qu'en même temps, j'ai la chance d'être votre ami sur Facebook. Oui. Il y a cette certitude que certains qui ont même participé à certaines de vos réunions, qu'ils disent, ils ont l'impression que, au-delà du développement personnel, oui. Il y a quelque part des ordres. Oui. Que vous êtes une antichambre, par exemple, de la franc-maçonnerie. C'est pas vrai. Vraiment, c'est la plus haute autorité. J'ai été président mondial. Oui. Si je n'avais pas atteint les sommets, ce que j'allais dire n'allait pas être crédible. On a dit, non, mais Roland, ça me rappelle mon enfance. Oui. Vous êtes brillant à l'école primaire. On vous dit, non, le cours est facile. Vous allez au cours 1, vous êtes premier. On dit, non, non, vous allez voir en 6e. Moi, ça a toujours été ma vie. J'ai été président mondial. Je suis le premier noir président mondial à la Jeune Chambre. Oui. Et j'aime blaguer, il faut travailler. J'ai atteint le sommet de cette organisation. Ce que j'ai vu, c'est de ça que je parle. Je reconnais qu'il y a beaucoup de lobbying parce qu'il y a tellement d'intérêts. Et là, la discussion que j'ai vue, tel que le post, tu l'as fait sur Facebook, comment on fait à l'intérieur, FIFA, CAF, tout et tout. Fait. Il y a beaucoup de lobbying. Ça, au même titre que la FIFA et tout. Il y a beaucoup de lobbying. Si je deviens président, ce n'est pas parce que le Cameroun est fort. Tout simplement parce que le Japon, je peux le dire aujourd'hui, m'a soutenu. Le Japon, à la Jeune Chambre, c'est 45 000 membres sur les 200 000 membres. C'est-à-dire, c'est énorme. Ouais. J'ai le soutien du Japon, j'ai le soutien de la France, j'ai le soutien des États-Unis. Donc, c'était clair. Et puis, l'Afrique s'est aussi mobilisée. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Burkina Faso, le Cameroun. Donc, il y a eu cette mobilisation. La plupart du temps, les Africains étaient fragilisés parce que souvent, il y avait 2 ou 3 candidats. On était vraiment unis. Et donc, c'est ce que je peux dire de l'organisation. Nous ne sommes une antichambre de rien. De rien du tout. Nous sommes une organisation de renforcement de capacité et qui pousse les jeunes à s'engager dans leur communauté. D'accord. Il n'y a rien de secret. En 2012, donc, Jeune Afrique... rassurer les jeunes. Oui, il n'y a pas... N'ayez pas peur. Venez à la Jeune Chambre comme à l'AISEC oui. et d'autres organisations. Renforcez vos cas. Cultivez-vous, lisez. N'ayez pas peur, voilà. que ce soit une loge ou autre chose. Je serai le premier à vous demander de ne pas le faire. D'accord. Alors, en 2012, oui. Jeune Afrique révèle que même chez nous, sur le continent, oui. Dans les milieux politiques, économiques et religieux, il y a la franc-maçonnerie qui s'est infiltrée. Oui. Sauf que la plupart du temps, et ça c'est Jeune Afrique qui le dit d'après ses enquêtes, la plupart, même de nos leaders, ont du mal à accepter qu'ils sont dans la franc-maçonnerie. Donc, vous avez côtoyé beaucoup de leaders, ils vous ont peut-être pas dit s'il était. Est-ce que vous avez été au moins approché pour rejoindre une loge? Non. Jamais? Non, jamais. Jamais. Avec tout cet aura, oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est très surprenant, n'est-ce pas? Oui. Tout simplement parce que si vous êtes cancre, ces organisations dont vous citez ne feront pas de vous. Et c'est une erreur. Oui. Et Dora, chaque fois, et ça, je voudrais regarder la caméra avant de le dire, à un jeune, chaque fois que tu veux faire quelque chose, fais-le par conviction. Lis, cherche, sois curieux, fais-le par conviction. On ne force personne à faire quelque chose. J'ai tout du mal. Et les jeunes vous disent, oui, on n'a pas le choix, on devait faire comment? Une jeune qui, pour accéder à des postes de responsable, pour une jeune dame, elle n'est pas obligée d'aller au lit avec les responsables, non. Si vous commencez, donc ne le faites pas. Faites tout par conviction et assumez. Tout à fait. Donc mon conseil aux jeunes qui veulent vraiment gravir les échelons, ne vous compromettez pas. Le seul facteur de réussite, c'est le travail. Et puis il y a le destin. D'accord. Alors, on va refermer très rapidement ce sujet sur les pratiques mystiques au sein des grandes organisations internationales. Sur la bande d'images que j'ai pu voir, vous avez ce collier, oui. cet immense collier, oui.
qu'on voit chez beaucoup d'ailleurs Oui. de vos frères, vos amis au sein de leur organisation, et qu'on voit également sur beaucoup de grands leaders politiques, cette immense chaîne. Est-ce que c'est pas au sein des ordres qu'on donne souvent cette chaîne? C'est une tradition américaine. La Oui. Jeune Chambre, n'oublions pas, est une organisation à la base américaine. Le siège aux États-Unis, c'est une tradition américaine. Si vous regardez en Afrique, les chefs d'État, un peu l'Afrique de l'Ouest, quand on vous intronise président de la République, c'est cette chaîne. Au Cameroun, il y a la mairie, je pense c'est au niveau des reins, et puis les députés. Donc c'est le symbole du pouvoir. Mais c'est vraiment symbolique. Au même titre que dans nos sociétés traditionnelles secrètes, vous avez vu le Ngondo, le Ngone, ou le festival médium de le Lankan et tout. Il y a des symboles, mais c'est vraiment symbolique. Mais pourquoi beaucoup de leaders du monde, je veux dire, même si c'est symbolique, est-ce qu'on n'a pas forcément la même culture? Et ça, vous l'avez dit avec le ruban, mais pour les maires au Cameroun. Mais pourquoi, même chez nos chefs d'État, qui, une fois qu'ils ont fini de faire ce qui est prescrit dans leur culture, pourquoi on les retrouve? Pourquoi on a retrouvé cette chaîne, par exemple, sur le vêtement de Ali Bongo Dimba, qui s'est fait publiquement introniser dans la franc-maçonnerie, par exemple? Demander au même culture. Demander au président Ali Bongo. Mais il est important, et là, en tant que panafricaniste, que nos organisations africaines aussi se développent. Moi, je le dis en tant que celui qui est allé au sommet de cette organisation. Tout à fait. À elle seule, la Jeune Chambre, elle ne va pas résoudre les problèmes africains. C'est pour ça que quand je reviens, je crée Go Ahead Africa, avec une approche panafricaine. Même le leadership dont on parle. L'Afrique a dirigé le monde. Je vous, petite anecdote qui est dans mon autobiographie, j'espère qu'il sera publié d'ici début d'année, au premier trimestre 2016. Ma rencontre avec Dalai Lama. Il me demande, parce que j'ai rencontré Dalai Lama le 10 novembre 2010 à Osaka, au Japon, en marge de notre congrès mondial. Après beaucoup de difficultés, pour des raisons que vous pouvez imaginer, la Chine et tout, mais la rencontre aura lieu. J'ai des images. Et je pose la question au Dalai Lama, comment il peut expliquer la situation de notre continent? J'ai une idée, mais je voudrais qu'on la bouche de ce grand leader spirituel. Il me dit 2 ou 3 pistes. 1, les Africains sont coupés un peu de leur passé. Et là, on va rentrer dans la Bible. Prenez l'Ancien Testament de Joseph, l'aïeux de Moïse, et vous finissez au Nouveau Testament par Jésus-Christ. Ils ont tous vécu où? En Égypte. Or, l'Égypte, c'est en Afrique. Tout à fait. Et c'est vrai, cette histoire est 2, 3, 4 fois millénaire. Mais l'Afrique a dominé le monde. Il y a eu des pharaons noirs. C'est pour ça que quand vous allez voir qu'on a cassé les nez. Parce que c'était les nez épatés comme ton nez et le mien. Donc, il y a eu, j'ai dit 3 4 000 ans. C'est une histoire très lointaine. Mais il faudrait que les Africains sachent que... Ils doivent connaître cette histoire. Deuxième élément, c'est qu'il me dit, les Africains ne croient pas en eux. Il y a un complexe. Vous allez voir les dames se décaper. On s'habille comme les Blancs. Moi-même, costume. En préparation de l'émission, ils se demandaient, est-ce que je mets... Qu'est-ce que Dora m'a demandé? Parce qu'il faudrait que les téléspectateurs sachent. Oui. Alors, je vous ai dit, vous pouvez mettre un costume ou même une tenue traditionnelle. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, j'ai mis donc, pour dire qu'il y a un travail à faire. Et donc, il faudrait qu'on soit fiers de notre culture, de nos traditions. Et tant qu'on sera complexé, on veut aller en Europe, on est malade, on part chez les Blancs. On veut parler comme les Blancs et tout. Il y a un souci. Donc, il m'avait dit, la confiance en soi, il faudrait que les Africains aient confiance en eux. Et troisième, et c'est ça qui va nous tuer, les Africains se focalisent beaucoup plus sur ce qui les divise que ce qui les unit. Or, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et à partir de là, j'ai dit non, je lance Go Ahead Africa. Et c'est quoi Go Ahead Africa? Go Ahead Africa, c'est un cabinet de leadership et management, mais avec un local content. Et que ce soit les citations, que ce soit les recherches, tout est africain. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout a commencé ici. Et quand on prend la Bible, que je lis assez régulièrement, vous verrez que les plus grands dirigeants bibliques, les plus grands, ont été en Afrique. L'Afrique a été le berceau de la civilisation. Malheureusement, les Africains ne sont pas conscients. Donc, c'est le travail qu'on fait sur le plan leadership et management. En disant, on peut gérer une entreprise multinationale, une grande entreprise, en utilisant les outils de management africains. Donc, le leadership, ce n'est pas une invention occidentale ou américaine ou orientale. L'Asie a sa façon. La première fois que je vais au Japon, c'est en 2005, l'Académie de leadership du Japon. Et je me rends compte que je regarde la place de la femme dans cette société. Je n'en reviens pas.
Et les restaurants, chopstick. La façon, vous allez dans la maison, vous retirez vos chaussures. Ça, c'est comme ça. J'étais reçu par les deux premiers ministres. Qui que vous soyez. Que vous soyez. Mais c'est le Japon. Par contre, Dora, c'est le plus beau pays que sur les 82. C'est le Japon. La technologie, ils ont pris de l'Occident tout ce qui était la technologie. Mais ils ont gardé les traditions. Or, l'Afrique, c'est quoi? Nous sommes maintenant comme les chauves-souris. Ni animal, ni oiseau. Parce que même la culture, on est en train de perdre. On n'est ni des blancs, parce qu'on ne sera jamais blanc, on peut enlever toute la peau. Mais on n'est pas aussi noir, parce qu'on commence à changer. À la fin, on n'est ni animal, ni oiseau, un peu comme la chauve-souris. Si on dit réunion des animaux, des mammifères, la chauve-souris, on dit non, mais toi, tu as les ailes. Oh, mais quand pas chez eux, ah non, mais toi, tu es comme une souris. Voilà la situation du continent. D'où notre engagement au niveau de Go-Ahead Africa, qui est une entreprise, mais avec, je dis bien, 50% de nos revenus dans le renforcement des capacités, dans les formations. Ça, vous voyez dans les posts Facebook, je fais une quinzaine de pays africains par an. Les académies de leadership. Dans le cadre de cette initiative-là. Oui, d'aller, et c'est d'une façon bénévole. Former des jeunes, les transformer. Ça, c'était ma rencontre avec le Dalai Lama. Juste pour impacter. Alors, on va parler tout à l'heure des personnalités que vous avez eu la chance de rencontrer, parce que vous avez quand même rencontré beaucoup de présidents, des plus grands de ce monde, comme je le disais, mais vous avez parlé de leadership et même de développement personnel. Oui. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, et particulièrement au Cameroun, c'est le milieu que je connais, donc je peux en parler, on voit se développer beaucoup de formateurs en développement personnel. Mais est-ce que tout le monde peut former en développement personnel? Ouais, ça me rappelle une participation à une émission de TV d'une chaîne concurrente. Moi, je suis de ceux qui pensent que les leaders sont des simplificateurs. Ça ne sert à rien que je vienne ici, vous dire que je suis extraordinaire. Pour être président, il faut ceci. Non, je suis un être normal. Je n'ai rien d'extraordinaire. Tout le monde peut. Déjà, qui est un leader? C'est tout le monde. J'espère que Dora se considère comme leader. Ah, si tu hésitais, tu es... J'avoue que j'hésitais. Non, non. Pas parce que tu passes à la télé. Le fait de se lever le matin, aller au travail. You live your life. Vous dirigez vous-même, donc tout le monde. Mais cependant, il y a d'autres ingrédients. Un, l'influence. Et là, Dora, l'influence. Le fait de faire cette émission. Le fait d'impacter. Le fait d'être écouté. Tous les jeudis soirs, on attend. Ça, c'est le leadership. Parce qu'on peut zapper. C'est-à-dire, si on et se dit, il y a toutes des marges de progression. Et se remettre en question. Avoir des feedbacks. Malheureusement, une autre maladie des leaders africains, parce qu'il fait passer les messages, il y a deux catégories de personnes qu'on ne devait pas avoir. Il ne faut pas avoir autour de toi. Les courtisans et les griots. Si tout le monde te dit, Dora, tu es la plus belle, tu es la plus intelligente, fais attention. Tout à fait. Il faut dire aussi que... C'est pour ça que j'ai aimé ton post sur Facebook. Ah, je vais recevoir. Je ne veux pas seulement encore un Roland Commerce ici. Je voudrais, parce qu'il y a une marge de progression. Pour moi, là, Dora, le meilleur est devant moi. Je n'ai même encore rien fait. Si Dieu me donne la vie, je ferai plus que ça. Donc le meilleur reste à venir. Se remettre en question et avoir autour de soi des personnes qui peuvent, avec toute l'affection et l'amour du monde, te dire l'émission d'aujourd'hui, il y a eu ça. Moins bonne que... Voilà, il y a eu ça. Là, c'est comme ça qu'on peut progresser. Donc, un leader doit avoir l'influence politique. Un leader doit inspirer. L'inspiration, ce n'est pas forcément les discours. Dans la Bible, Moïse était bec, mais il avait Aaron. Donc, ce n'est pas les grands discours qui vont faire de vous un leader, parce qu'il parle bien la tchate. Et on connaît les Camerounais, de très bons parleurs. Même Roland quand même parle bien. Mais ce n'est pas ça. Je ne voudrais pas me définir par mes discours. Par contre, un leader, c'est un serviteur. La preuve, ton institutrice, mon instituteur, parce qu'ils nous ont servi. C'est pour ça qu'on ne va jamais les oublier. Donc, un leader est un serviteur. Donc, Dora est un leader. Donc, tous ces gens-là qui, aujourd'hui, s'improvisent un tout petit peu formateurs en développement personnel, ce sont des leaders. Il faut regarder leur parcours. Ceux qui sont modestes voudraient qu'on puisse les accompagner. Il y a les jeunes qui viennent vers nous, qui n'auront pas la chance de faire le tour du monde, d'avoir comme clients les plus grandes boîtes d'Afrique, comme c'est mon cas. Non, mais aujourd'hui, nous avons recruté encore 2 juniors. L'Université catholique, j'ai pris le meilleur, le major de la promotion. J'ai dit, tu viens. Il y a un autre jeune de AISEC que j'ai pris parce que je voudrais les accompagner. On dit en anglais, leaders, grow leaders. Les leaders forment des leaders.
Donc, je ne peux pas, ici, en cette précieuse émission suivie par des millions de personnes, dire ceux-là, ils ne sont pas des coachs, ils ne sont pas des experts, non. Et je pense que je ne voudrais pas faire au ça. sein de... Par contre, oui. tous ne sont pas bons, mais ils doivent avoir l'humilité de continuer à apprendre. Dans cette émission, dans l'autre chaîne, j'avais expliqué la démarche. Les médecins deviennent des coachs, les ingénieurs. D'abord, c'est une passion. Regardez mon background, donc marketing. Après, j'ai fait un master en management international et tout. À l'Institut de la Banque mondiale. Voilà, donc, il y a tout ça, vous faites. Il y a les formations académiques, mais il y a aussi la pratique, les séminaires et identifier des mentors. Et c'est le cas, il faut toujours avoir, parmi les journalistes du Cameroun, je suis sûr, il y a un ou deux que tu as l'admiration et qui vont te tenir. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont tenu. Donc, chacun est un coach. Samuel et toi, un coach. Ça peut être un coach pour comment s'habiller, comment se mettre, comment parler, comment manger et tout. Il y a des coachs, on est accompagné. Donc, mais surtout, moi, ma crainte avec ce que je vois, c'est l'imposture. Je suis d'accord que des gens sont experts en tout et pratiquement en rien. Et ça me pose un petit problème. Mais je ne voudrais pas donner de leçons. D'accord. Mais au sein de la classe politique camerounaise, ça vraiment que ce soit au niveau de l'appareil gouvernemental ou alors dans l'opposition, est-ce qu'on a de vrais leaders quand on a appris tous les critères que vous avez élaborés? Est-ce qu'on en a beaucoup, des leaders? Alors, petite blague, chaque peuple, c'est un proverbe musulman, chaque peuple a des leaders qu'il mérite. Ah, d'accord. Faudrait que ça, j'aime toujours dire, parce que dans mes déplacements, j'ai beaucoup de rencontres avec la diaspora. Et il y a toujours, oui, le Cameroun, oui, c'est si le président bien comme ça, vraiment les ministres, vraiment on insulte tout le monde. Je dis, mais... On les mérite. Oui, on les mérite. Pourquoi? Sinon, on a travaillé pour, je ne sais pas, c'est nous qui avons bâti les conditions. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils partent? Chaque peuple. Elle dit qu'il mérite. D'accord. Nous sommes complices. Le jour où on ne voudra plus. Ça va changer. Vous n'avez pas Burkina Faso, vous n'avez pas partout là. C'est l'Afrique, hein? Alors, vraiment, c'est un débat, c'est un faux débat. Chaque peuple a les leaders. Assumons. On aime trop parler pour les autres. Hein? D'accord. C'est les amis ivoiriens, parce que ça veut dire les amis. Mais un m'avait dit un jour, tous les jours au Cameroun, Côte d'Ivoire. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Pour vous là au Cameroun, ça vous dépasse. Mais tous les jours, Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est Burkina Faso. Nous sommes des experts en pour les autres. La crise ivoirienne, il y a eu beaucoup d'experts au Cameroun. Voilà. Tu as tout compris. Alors, vous avez côtoyé beaucoup de personnes, je le disais. Citez-nous quelques-uns. Déjà, je vais mentionner que le pape a baptisé votre enfant. Oui, Benoît XVI, oui, il m'a reçu dans la famille et tout au Vatican. Oui. C'était en quelle année? Le 17 novembre 2010. Une semaine, jour pour jour, après ma rencontre avec le Dalai Lama. Vous rencontrez deux leaders spirituels de haut niveau. Ah, mais Dora, tout est grâce. C'est une grande expérience. Quand on a terminé cette expérience, mon épouse coulait les larmes au Vatican, elle n'en revenait pas. Et surtout, on était frappé par l'humilité de tous ces grands leaders. Donc, tout est grâce. Tout est grâce. Et ce qui frappe de la rencontre avec tous ces grands, je dis, ces grands du monde, c'est l'humilité. C'est vraiment des gens, vous terminez la rencontre, je me rappelle une autre blague, mon épouse dit, tu es sûr qu'on était vraiment avec le pape? Je dis, je pense que c'était le pape. Bref, pour vous dire, parce que, voilà, et la blague, c'était, il nous avait dit, comme lui, c'est Benoît, le fils, c'est Enzo Benedict. Alors, il dit, il espère que c'est son cadeau. Je dis, je ne sais pas comment on va négocier qu'il reste. Donc, c'était des blagues. Je dis, bon, on verra, il pourra revenir un peu plus tard. Non, mais parce que, bon, quand on vient voir le pape, il y a un petit truc du Cameroun, bon, j'ai dit, l'enfant, tu vous dis, est-ce que c'est le cadeau? Il souhaitait rester. Et moi, ma crainte, c'était que, parce qu'il était très violent, il avait 6 mois, qu'il puisse brutaliser. Mais il était cool, il était... Bon, je dis, Enzo, il a 5 ans. Et chaque fois, quand on vient à la maison, mon pape, bon, il ne sait pas que ça a changé, que maintenant, c'est François. Vous avez rencontré Silvio Berlusconi aussi? Non, par contre, le président de l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, Francisco, j'oublie son nom de famille, oui. Le président du Parlement, oui, il m'avait reçu. D'accord. En Italie, oui. Et beaucoup d'autres présidents. Lesquels, par Paul exemple? Kagame, je sais celui que tout le monde aime sur Facebook, c'est Robert Mugabe. Alors, avec le président Mugabe, c'était très bien parce que quand j'arrive, l'entretien peut être pour 15 minutes, mais on va faire 45 minutes. Et c'est très houleux. Parce qu'au départ, je tiens ce discours
oui, les dirigeants africains. Vraiment, il m'a écouté. Au départ, c'était Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur. Il était. Et puis il a dit, bon, maintenant mon fils. J'ai compris que là, il fallait que je m'asseye un peu bien là. Tout à fait. Alors, il m'a dit, c'est dans le livre, donc je souhaiterais vraiment que le livre soit, c'est des anecdotes, mais il aurait été tellement gentil. Et la conversation, c'était, moi, j'étais un peu inquiet du fait que tous ces dirigeants qui s'éternisaient, comme on dit, au pouvoir, et la perception que l'Occident avait, il m'a écouté religieusement. Mais après, quand il m'a dit, mon fils, écoute, est-ce que si tu étais président du Cameroun, tu accepterais que 60 à 70% des terres appartiennent aux Blancs? Et puis il m'a dit que sa difficulté et son malheur arrivent lorsqu'il fait la réforme agraire. Pourquoi? Parce qu'il est président depuis 80. C'est en 2000, quand il fait la réforme, que maintenant son malheur, ses malheurs commencent. Parce qu'il estime. Et on a aussi beaucoup discuté sur l'Afrique du Sud à l'époque. Il disait, vous voyez l'Afrique du Sud, est-ce que véritablement c'est ça qu'on veut? Ou à peine 3% des Noirs ont la richesse? Donc, c'était des discussions qui m'ont vraiment secoué. Je sors de cette audience un peu secoué. Ça, il a bousculé quelques idées. Oui. Et quand je rentre, et surtout que aux États-Unis, ça je peux le dire au niveau de l'organisation, le Bureau mondial ne voulait pas que je parte au Zimbabwe par rapport aux critères d'évaluation, qui est bon, qui est méchant. Le rapport des États-Unis était... Et puis, je me rappelle la discussion avec mes conseillers africains. Et un m'avait dit, mais Roland, si tu ne pars pas au Zimbabwe, comment tu sauras ce qui se passe? Listen to... Et puis, il y avait une opportunité. Il voulait me rencontrer. Oui. Le président voulait le fait que je sois le premier noir et tout. Donc, il tenait. Et il m'a reçu. Et quand on a eu cette conversation, je ne dis pas que je suis fan, mais j'ai revu quelques positions. Oui, vis-à-vis de lui. On doit faire attention de ce que les médias occidentaux disent sur le continent. Entre ce qu'on dit et la réalité. Et deux, il appartient aux Africains de résoudre leurs problèmes. Ce pays a été sous embargo, mais ce pays n'a jamais... C'est-à-dire, c'est à partir de cette difficulté que ce pays aussi s'est développé. Il y a eu cette solidarité et le fait que les jeunes sont mis à se battre parce que tout était bloqué. Vous avez un nombre d'années, le Zimbabwe est toujours debout. Bien entendu, il y a des reproches qu'on peut faire au président Mugabe. Mais je pense que la plupart du temps, l'Occident est trop exigeant. Et comme il m'a dit... Trop intéressé aussi peut-être. Intéressé et un peu bias, il y a un peu d'arbitraire, parce qu'il a dit, si c'est pour la durée au pouvoir, ils sont nombreux. Suivez mon regard. Oui. Donc, si c'est sur le fait qu'on dit qu'on truque les élections, la plupart du temps en Afrique, après les élections, les gens se plaignent toujours. Il a dit, mais d'autres même, à la fin, les enfants les remplacent et tout. Donc, je suis sorti de là vraiment avec beaucoup d'interrogations. Oui. Il faut comprendre pourquoi il y avait... Tout à fait. Voilà. Et à partir de là, j'ai dit, on doit beaucoup se méfier. D'accord. Alors, avant d'aborder la dernière question sur... pas vraiment une question, hein, mais voir ce que vous conseillez justement aux jeunes. C'est vrai que vous avez parlé de beaucoup de choses. Peut-être encore une autre confidence d'un autre chef d'État, parce que quand on a la possibilité de causer avec eux, souvent il y a des confidences, des choses qu'ils ne disent pas en public, qui peuvent nous dire. Là, je veux parler du président Blaise Compaoré. Il m'a reçu, d'ailleurs 2 fois. Le seul, du moins ce qu'il me dira, c'est son passage à Yaoundé, le respect qu'il avait des Camerounais en termes de dynamisme, qu'il était toujours impressionné. Et que lorsque son épouse, parce que là, il m'a reçu, et puis moi aussi reçu lors des 50aires des indépendances, quand le Cameroun célébrait, on a eu une autre réunion étonne. Et il disait, à la veille, son épouse avait été allée dans des écoles primaires avec la première dame, Chantal Biya, et que ce qui marquait, et puis le commentaire, du moins la discussion avec son épouse, c'était ce dynamisme même des enfants. Et vraiment, il me le disait, mais président Roland, bravo, les Camerounais ont quelque chose. Il y a quelque chose que les Camerounais ont et tout.
Et je me rappelle, il disait aussi son amitié, on a parlé de son amitié avec Abedi Pelé, parce qu'il était obligé de rentrer. Il n'avait pas fait les 3-4 jours, parce qu'il avait fait une promesse à Abedi Pelé sur un projet et tout, et qu'il fallait qu'il rentre. Je n'ai pas eu le courage, et ça, pourtant, c'est l'un des rares présidents où j'ai le huis clos. C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'audience, après, nous restons à deux. Oui. Donc, je pouvais poser Beaucoup de questions. C'était sur ce qui s'est véritablement passé avec le président Sankara. Parce que, naturellement, je suis sankariste. Oui, et il y a toujours ce rôle trouble qu'on oui, attribué à Compaoré. Oui, mais c'est quelqu'un de très cool et très courtois. Dans l'échange qu'on a eu. Et ma modeste connaissance, et aujourd'hui, avec la petite expérience de leadership, je le vois quand je coach dans les entreprises et tout, il y a des moments où, Dora, même ici à STV, il suffit que je ne connais pas un peu l'organigramme de l'entreprise et le poste que tu occupes, que quelqu'un vienne dire, si tu as un numéro 2, et quelqu'un vient dire à ce numéro 2, Dora veut ta peau. Hein? Et on dit au numéro 2, non, le numéro 8, je te dis que le numéro 2 veut ta peau. Le plus faible va dégainer. Parce qu'il est vulnérable et qu'il a peur. Dans cette histoire, il fallait que quelqu'un meure. Et avec le recul, quand on lit tout ce qu'on a lu, je pense que Sankara était très grand. Il a préféré mourir. Donc voilà à peu près ce que j'aurais souhaité. J'ai beaucoup hésité. Comment on dit, mon cœur me dit, mais il était très respectueux. En même temps, avec ce que les Diandéré avaient fait, on disait qu'il avait été un peu complice. Donc, ça aurait été mal placé un tout petit peu. Donc même dans mon livre, j'ai abordé, mais je n'ai jamais, j'aurais pu. À un moment, j'ai un peu de regret, mais il était très respectueux et courtois. D'accord. Voilà. Mais est-ce que, justement, pour avoir rencontré beaucoup de leaders mondiaux, même ceux qui sont souvent taxés d'être des dictateurs, des hommes cruels même, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est un peu comme ceux dont on parlait pour ce qui est des loges, que les gens, quelque part, ils essaient toujours de se blanchir, de s'humaniser. Vous n'avez pas eu cette impression? Bon, pas avec moi. Qu'est-ce que vous avez comme intérêt? Oui, peut-être. Vous êtes un jeune qui influence les jeunes, qui n'ont pas forcément une bonne opinion d'eux. Peut-être il y avait de cela aussi. Peut-être j'ai été naïf. Mais je souhaiterais que chacun puisse vivre sa propre expérience. Bien entendu, on ne rencontre pas les chefs d'État tous les jours, ça il faut être honnête. Mais je pense que souvent, la plupart du temps, c'est les humains. Comme toi et moi, c'est les humains. Et il y a 3 personnes qui peuvent véritablement les juger. Le peuple, pour les chefs d'État, l'histoire, et puis Dieu. Encore faudrait-il qu'on connaisse la vraie histoire, parce que l'histoire... Non, mais l'histoire finit toujours. Oui, bon, ça finit mal pour certains. Un siècle, vous parliez du karma. Oui. Alors, pour le cas Compaoré, vous pensez que finalement, même s'il y a eu ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a un mauvais karma, finalement, quand on regarde sa fin? C'est dramatique. Et là, on me donne l'opportunité de parler de ma rencontre très brève avec le président Paul Kagame l'année passée, lors de la célébration des 20 ans de libération. J'étais parmi ceux, très modestement, qui pensaient qu'il ne fallait pas qu'il change la Constitution. Il a tellement bien fait. Il a transformé le Rwanda qu'il y a d'autres Rwandais qui peuvent. Mais j'ai vu la pression. Là, j'ai vu la pression telle que le peuple tient à ce qu'il reste. Mais ma modeste suggestion est vraiment très modeste. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le président Paul Kagame. Et la blague qui dit toujours, il dit s'il nous écoute, que quand il terminera sa présidence, il viendra au Cameroun entraîner les Lions. Il est passionné de football. D'accord. Il me taquine chaque fois. C'était de dire, est-ce qu'il ne pouvait pas être comme Mandela? Mandela aussi. Tout le monde voulait qu'il reste. Tout le monde voulait qu'il reste. Mais il est parti. Parce qu'il était un grand homme. Oh, qu'est-ce que l'histoire retient de Mandela? On ne se rend même pas compte qu'il a été président de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas ça qu'on retient. C'est les 27 ans de combat. Mais surtout, le fait d'avoir pardonné. Et d'être parti, d'avoir laissé le pouvoir. Donc c'est possible. Quand bien on le réclamait. Donc quand on est entouré des courtisans et des griots, ils vous diront toujours que si vous n'êtes pas président, le pays est foutu. Ce qui n'est pas vrai. Pour le cas du Cameroun, vous avez vu, il y avait un président avant. Ça, les jeunes doivent, ça je rappelle toujours aux jeunes, il y a un premier président. Dieu merci, il y a eu un premier président. Pour dire qu'on a un deuxième, il y aura un troisième. Le Cameroun, c'est l'éternel.
les hommes vont passer, le Cameroun va rester. D'accord. Donc ça, il faudrait qu'on se mette ça en tête. Alors, et votre dernier se mot contenter et être triste par rapport à la situation actuelle. Le meilleur est devant nous. D'accord. Votre dernier mot, c'est vrai que ça a été très riche, hein, beaucoup de conseils donnés à la jeunesse, mais tout de même, puisque c'est la tradition, votre dernier mot à tous ceux qui nous regardent. Ben, déjà, remercier STV pour l'opportunité qu'on m'avait donnée d'avoir cet entretien avec Dora, que j'admire. Merci. Aux jeunes, c'est ma cible. C'est de dire que chaque fois qu'il y a une difficulté, et quand on regarde de près, derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Il y a aussi des possibilités de pouvoir se réaliser. Mais pour le faire, je vous parlerai des 4 D. Le premier D, c'est le désir de vouloir réussir. Vous devez avoir cette volonté, malgré les difficultés. Vous devez, je voudrais réussir. Tout commence par le désir. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Tous les grands leaders que nous célébrons dans le monde, les grands entrepreneurs, ont été des hommes et des femmes d'action. L'action est au cœur de leur réussite. Donc, on doit agir, on doit s'engager, que ce soit en politique, en économique ou dans le social ou dans la religion. On doit être engagé. Le troisième D, c'est la discipline. Or, c'est ce D qui nous fait énormément défaut. J'ai dit tout à l'heure lors de l'entretien qu'on dormait 8 heures. Pour un jeune, ce serait dramatique de dormir 8 heures. Maximum, c'est 5 heures. Maximum, 5 heures. Donc, dormir, se lever très tôt. Voilà la discipline parce que, surtout la discipline personnelle, c'est le D qui nous fait défaut. On doit continuer à travailler, on doit beaucoup d'abnégation et s'aimer pour pouvoir récolter après. Quatrième D, la détermination. Malgré les difficultés, malgré les défis, ne jamais se décourager. Et pouvoir identifier aussi une passion. Faire tout ce qu'on fait par amour, par conviction et par passion. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite en espérant que l'entretien aura été à la hauteur de vos attentes. Merci Roland Kouemen, si jeune, 45 ans, mais déjà une si vaste bibliothèque. Merci. 45 ans l'année prochaine, mais 44 ans. Mais je souhaiterais vieillir. Hein. D'accord. Et je souhaiterais vieillir. Donc, voilà, je suis né en 71, j'avais 44 ans. Oui, c'est vrai, très mauvais calcul. Voilà. Pourtant, j'étais bonne en mathématiques. 44 ans, mais l'année prochaine, 45 ans. Merci déjà de m'avoir donné la bénédiction que l'année pouvoir, prochaine, on se verra. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez sur les antennes de STV et surtout, passez une très bonne nuit. À bientôt.